Bonsoir tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle édition de Plus Brillant avec ta vie bien. Ce soir, mes deux invités de gauche, c'était promis cette fois-ci, pour faire balancier. Georges Kuzmanovic, Alexis Poulain, comment allez-vous? Super, je suis super content. Voilà, ok, d'accord. Il y a eu un délai, c'est pas la connexion, hein, c'est la dépression, je crois. Tout va bien. Non, mais c'est le qualificatif gauche qui me fait. Ah, je pense qu'il va on va en choquer. parler toute l'émission. Ouais, mais je pense qu'il va choquer des gens parce que t'as des gars comme Manuel Cervera Marzal, qui est chercheur en sociologie quelque part et qui a fait un livre sur la France insoumise, qui lui m'a mis que j'avais une trajectoire à la Doriot. Doriot, Le mec qui se mettait les uniformes SS pour aller combattre avec la LVF contre le bolchevisme. Disons-le tout net, si la France veut rester une puissance européenne et mondiale, si la France veut rester digne de l'Europe, il faut qu'elle se batte avec elle contre le bolchevisme. Il n'y a pas d'autre issue pour nous. Tu l'as senti dans ton quotidien que tu avais des problèmes, des gestes brusques, Je suis pas Docteur Folamour. Hein, non, c'est vrai. T'as pas eu... Non. Merde. Ah, dis donc. Donc on est de gauche ce soir. Donc on a un nazi et un russe, parce que toi t'es censé être plus ou moins l'œil de Moscou en France, de ce que j'ai compris. Non. Ah, on a toutes les gauches ce soir, c'est merveilleux. Alors du coup, bon, alors ni l'un ni l'autre, ni l'œil de Moscou, ni les pires heures de notre histoire n'ont été élus cette année. C'est la continuité d'avant. Donc je vais vous poser la même question que j'ai posée à mes invités de la semaine dernière. Toute simple, la première, est-ce que vous avez été surpris par ce score? Donc, on va commencer par vous, élève Poulain, c'est ce que je disais, parce que quand je vous ai reçu, élève Poulain, vous avez dit, j'ai une certitude. T'as failli jouer les clés de ta baraque dessus, t'avais As-2, t'avais 7-2 dépareillés, t'avais rien du tout, t'as fait un gros bluff, ou alors c'était une conviction et tu nous as dit, écoutez-moi bien, monsieur Bourdin, Emmanuel Macron ne sera pas au second tour. Est-ce que c'est clair? Bon, pour toi, il va se planter au deuxième tour. Ah ben je sais pas, déjà je pense qu'il se plante au premier, mais... ah ouais d'accord, t'es optimiste. C'était un gros bluff, mais évidemment, il fallait aussi pousser à dire, vous savez, c'est pas possible qu'un président avec un bilan aussi calamiteux, qui a mutilé des manifestants, qui a méprisé les Français, qui a utilisé la crise Covid pour installer des lois liberticides, pour gouverner en état d'urgence permanente depuis 2 ans, par décret, sous le sceau du secret défense, soit réélu. Et c'est possible. Alors moi, je me pose des questions sur la santé mentale des Français, je me pose des questions sur leur bonheur. Et on voit bien après, d'ailleurs, ce qui est génial, c'est qu'après l'élection, 55% des Français sont pas contents que Macron soit réélu. Hein. Oui, ils sont 63% à pas vouloir qu'il gouverne. Hein. Mais génial, les gars, il y avait une élection pour le virer. Là, c'est niqué. Voilà. Donc après, tu fais avec ce que t'as. Bon, bah, t'as un pays avec des Français, avec toujours la même mise en scène. Hein, attention, faut faire barrage les castors, etc. On est un pays de castors dépressifs, c'est super. Moi, ça me réjouit pas. Hein. Donc j'essaie un peu de libérer les énergies. Tu vois, de dire, vous savez, on peut virer Macron dès le premier tour. Ça aurait été génial. Bon, ça n'a plus lieu. Mais je vois pas la contradiction avec ce que tu viens de dire. Emmanuel Macron est élu au second tour avec 38% des inscrits. Oui, c'est rien. C'est rien. Bah, 38, il perd des voix par rapport à 2017. Plus 63, ça fait 101. Donc oui, il y a 63% des gens qui n'ont pas envie qu'il gouverne. Oui, c'est logique. Donc le chiffre est parfaitement logique. Oui, c'est vrai. Alors, si tu rajoutes ceux qui, dans les 38%, qui ont voté pour lui... Par conviction par blocage. Parce qu'il était quand même un paquet, une frange bobo de l'électorat, entre autres, qui s'est porté sur Jean-Luc Mélenchon, a voté Macron. Bon, ils l'ont pas fait parce qu'ils croient au programme de Macron. Bon, ça fait du monde quand même. Et puis à ça, il faut ajouter les 3 millions non comptabilisés dans les calculs. 3 millions, c'est un record jamais égalé de nuls et de blancs. Il y a 3 millions de bonhommes et de bonnes femmes sont déplacés un dimanche pour dire rien. Je fais ni barrage, ni Castor 1, ni Castor 2. Je veux pas de ce truc. Colossal. Il y a un village en Corse où personne n'a voté sauf un mec et il est allé voter nul. Ouais, c'est magnifique. Et donc... Le mec, il a tout donné. Tout ce qu'il avait, il s'est levé, il a dit, vous savez quoi, je vais le faire. De toute façon, je suis sur le chemin, je vais chercher des fraises. Enfin, c'est ça qui s'est passé. C'est beau. Mais 3 millions, c'est vrai que c'est un chiffre qui n'a pas été beaucoup commenté, mais qui est extrêmement important. Ça veut dire que là, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de réflexe citoyen, que les gens ont renoncé. Bien sûr, il y a l'abstention, mais c'est à peu près toujours la même s'il augmente d'année en année. Mais ce vote blanc et nul, il dit tout, en fait. Et 3 millions, c'est pas rien. Et au premier tour,
Et au premier tour, c'était pas... 28% d'abstention, Ouais. auquel on doit ajouter 7-8% de gens qui ne sont pas inscrits. Donc c'est-à-dire qu'à 33% des citoyens en capacité potentielle de voter, 1 sur 3, qui n'ont même pas participé au truc. Justement, est-ce que tous ces rabattements, tout ce désintérêt, c'est une entrave pour clarifier le paysage politique tel qu'il est maintenant? Le fondement de la reconstruction politique, il ne peut pas se faire sur l'idée d'un bloc bourgeois qui serait hégémonique, et puis d'un bloc de gauche et d'un bloc de droite, enfin, identitaire d'un côté et social de l'autre. Parce qu'il y a des questions qui traversent tous ces blocs-là et qui ont fait exploser les partis. C'est la question européenne, la question du souverainisme, hein, on va en parler évidemment. Et puis, c'est la question économique, c'est la question des inégalités, qui a une lecture marxiste des choses ou libertarienne, libérale des choses. Et puis, l'autre tabou, le tabou identitaire, évidemment, a explosé. Là, pour le coup, on en a parlé, on a vu que le vote Le Pen... alors, ce qui est génial, c'est que les médias accompagnent la dédiabolisation pendant des mois. Hein, Marine Le Pen, elle est calme, elle aime les chats, etc. Puis alors, 15 jours... Ah non, mais en fait, on s'est complètement planté, on a lu le programme, c'est le diable, déconnez pas. C'est génial, donc... c'est incroyable, ça. Bah, c'est ce que voulait Macron, hein. Il voulait ne pas jouer la diabolisation pour la sortir... Pour la diaboliser... le cheat code, tac, ouais, voilà, pour le dernier niveau, et voilà, je t'ai niqué, et boum. Voilà. C'est ce qu'il a fait. C'est attaque Pokémon, quoi. Alors, c'était quoi la une de Libé qu'on a eue cette année? Parce qu'il y avait des gens qui posaient aussi... On vote contre l'extrême droite. Une réaction cette année, la une de Libération, ça a été contre l'extrême droite, votons. Oui, mais avec un bulletin Emmanuel Macron. Ah, il y avait un bulletin oui, Emmanuel oui, Macron sur la une, mais en tout petit. C'est une entorse à la neutralité de période électorale, ça? Oui, bien sûr, mais tous l'ont fait. Vous aviez des éditoriaux dans les journaux de la presse quotidienne régionale. Le dimanche, un éditorial, alors je ne sais plus quel était le journal, qui disait clairement « il faut aller voter Macron ». Donc là, mais les gens s'en foutent. Enfin, les journalistes comme macronistes ne respectent pas la loi. Et ils s'en foutent, ils n'en payent pas les conséquences. À 16h sur LCI, quelqu'un, de manière tout à fait... je pense calculé, annonce que la Guyane, la Martinique et la Guadeloupe ont voté à plus de 60% pour Marine Le Pen. Ils l'ont annoncé avant, comme ça? Oui, ils l'ont annoncé. Oui, à 16h30. Ils l'ont annoncé, ce qui fait que ça laisse 3h30 pour les grandes villes. Pour aller bien voter Macron. Mobilisation mou du genou, quand même. Qui, quand même, sur les grands viviers Macron. Oh là là! Alors, si on se base sur les dom-toms, c'est un vote ultra massif pour Marine Le Pen, mais c'est sans doute pas le cas. Alors non, on peut pas dire ça. On parle du premier tour. Vous parlez du premier tour. Non, mais là, dans les résultats qu'on a eu de ce second tour, pour l'instant, on ne peut pas. Pardon, des estimations. C'était votre joker, Maurice Safran. Voilà. Mais c'est des choses dont on a entendu parler, mais qui ne sont pas certaines. Non, on ne peut pas présager du vote des électeurs des dom-toms avant 20h. Alors, on le verra en revanche, à ce moment-là. Allez, du coup, je reprends la main. Ah merde, j'étais pas au courant de ça. Ce qui pose un problème... ouais. Bon, après, c'est sur quelle chaîne? Oui, c'est LCI. Ça pose un problème aux critiques racialistes et à Jean-Luc Mélenchon qui avait dit qu'il était élu président en Guadeloupe à la Réunion et à la Martinique. Bon, bah, elle aussi a été élue. Mais parce que c'est le vote populaire. C'est-à-dire que... et c'est pour ça que la lecture droite-gauche a plus lieu d'être. Entre-temps est passé le pass vaccinal, c'était... Voilà, et le macronisme. Qui est la synthèse de toutes les politiques de gauche et de droite de toutes ces années, de ces partis de gouvernement, hein, comme on les appelle. François Hollande remplacé par Nicolas Sarkozy, remplacé par Emmanuel Macron, c'est la même chose. C'est la même chose. La grande force d'Emmanuel Macron est d'avoir su rassembler autour de lui ce que j'appelle le bloc élitaire. C'est-à-dire non seulement les élites, mais toutes les forces sociales qui leur font confiance. Disons-le, il a opéré la réunification de la bourgeoisie avec la bourgeoisie libérale de gauche et la bourgeoisie libérale de droite, qui se sont rassemblés pour diriger le pays. La seconde chance d'Emmanuel Macron est que face à ce bloc élitaire, les forces sociales et les oppositions politiques sont très divisées. Cependant, par sa dynamique même, le pouvoir macronien rend possible un renversement assez vertigineux par la constitution d'un bloc populaire potentiellement majoritaire. Si on prend l'analyse de Jérôme Sainte-Marie, le bloc populaire, bloc bourgeois. Le bloc bourgeois, incarné par Emmanuel Macron, on a déjà parlé ici, il est parfaitement structuré. C'est un machin en airain. Mais condamné dans le temps. Alors ok, les boomers vont vieillir petit à petit. Il est condamné dans le temps. Ils vont... Bah non. Pas forcément. Parce que les rentiers sont remplacés par d'autres rentiers. Et puis surtout, il est très très structuré.
il est très efficace. Ce sont des gens qui se déplacent dans les bureaux de vote. Ce sont des gens qui ont des positions de domination dans la société, dans des médias, au travail, dans diverses formes de représentation dans la société. Ils ont une capacité d'expression et de parole qui est infiniment supérieure à leur nombre. Et en face, il y a un bloc populaire qui est fracturé, en réalité. En deux. En plus. En deux, puis c'est assez instable. Que les gens pensent qu'il y a un bloc Mélenchon à 22%, c'est vraiment se mettre le doigt dans l'œil jusqu'au coude. C'est très très compliqué comme électorat par rapport au bloc bourgeois, qui est très clairement organisé. Et après, il y a entre les deux, il y a l'électorat Marine Le Pen, mais qui a une forme de stabilité dans le rejet du système. Mais elle est quand même, les gros des bataillons des électeurs de Marine Le Pen, en particulier le second tour, ce sont des gens qui devraient voter à gauche. Si la gauche s'occupait du couloir dans lequel Mélenchon est le meilleur. Elle laisse les idioties et les inepties comme arrêter le nucléaire ou tous les trucs wokistes qui ne servent à rien et à personne de côté et pour incarner ça. Mais malheureusement, c'est un électorat qui a été, on en a déjà parlé ici, sabordé et perdu par le Parti Socialiste, qui l'a définitivement payé. Pas d'esquive possible pour l'ancienne directrice de campagne d'Anne Hidalgo. L'échec est cinglant, le mot-clé désormais est le rassemblement. Quand on fait le score que nous venons de faire à l'élection présidentielle, ça invite évidemment à la plus grande humilité. C'est une évidence. Ça aussi, c'est un des problèmes de la gauche. C'est que la gauche s'est toujours retrouvée au moment où il y avait un vote républicain fort qui unissait la gauche, que ce soit le cartel des gauches en 1924, que ce soit le Front populaire, que ce soit ce qui s'est passé après pendant la 4ème République, qui était très très axé sur la laïcité. La gauche, c'est la laïcité, c'est la République. Et pendant longtemps, ça a été la nation. Bon. En fait, la gauche s'est amputée, ou auto-amputée, par ces ultra-minorités, en fait, politiques, mais qui ont, elles aussi, une capacité d'expression très forte, en tout cas dans les rangs de la gauche. Et c'est amputé de la nation, et elle s'ampute de la laïcité. Ce qui tient le cartel des gauches et ce qui tient le Front populaire, c'est la laïcité. Voilà. Une gauche sans la laïcité, puis la laïcité version quasi vieille époque, hein, on interdit les mecs en soutane, les prêtres on les fusille pendant la Révolution, on décroche les étoiles dans le ciel, à genoux et tout, oui, voilà. On disait à l'époque. C'était pas sympa c'est un combat très très dur contre le catholicisme, et qui est structurant de la gauche. Si ça disparaît, je sais pas si on peut l'appeler gauche en fait. Je sais pas, on est dans d'autres, puis il y a des problèmes aussi à droite, mais c'est un élément important qui sur la laïcité, je vois pas comment est-ce qu'on peut parler de gauche en fait. En tout cas historique. Oui, mais historique, mais c'est tout le problème en fait de parler de gauche aujourd'hui ou de parler de droite aujourd'hui, c'est plus du tout la même chose. C'est plus du tout les mêmes référents, c'est plus du tout les mêmes personnes, c'est plus du tout le même récit. Il existe depuis des années un poncif dans la prose médiatique, c'est l'individualisation du choix politique. Tout se passe dans le discours de beaucoup de journalistes comme si chaque individu votait en fonction de considérations strictement personnelles. Alors que depuis le référendum sur l'Europe en 2005 et surtout depuis l'élection d'Emmanuel Macron, on a un alignement entre le choix politique et la position sociale comme rarement on l'a eu, en tout cas comme jamais on l'a eu depuis un demi-siècle. Le choix politique ne flotte décidément pas dans les airs et il faut avoir en tête cette trame sociologique pour comprendre les développements de la campagne présidentielle et peut-être son issue. Lors de la dernière élection présidentielle, on avait un alignement incroyable de la richesse, du confort social, on va dire, avec le choix pour Emmanuel Macron ou bien pour la République en marche. Les cadres, une bonne partie des retraités aisés et ce qu'on peut appeler les véritables élites ont formé ce que j'ai appelé dans un livre précédent le bloc élitaire. Et ce bloc élitaire a progressivement suscité face à lui un bloc populaire, c'est-à-dire que les catégories sociales inférieures, comme on dit, c'est-à-dire les salariés d'exécution, ont très largement choisi ce qu'ils trouvaient de plus opposé à Emmanuel Macron. On peut parfois avoir l'impression que le vote populaire est dispersé. D'une part, il ne l'est pas tant que ça, et surtout émane des classes populaires une véritable idéologie. Cette idéologie est constituée autour de l'idée de souveraineté, de reprise de contrôle, et s'oppose frontalement aux fondamentaux du progressisme. Donc on arrive à évidemment avoir des difficultés de compréhension, et je pense que beaucoup de gens sont perdus en fait dans l'offre politique justement.
de savoir où se raccrocher. Donc on fait des niches, on crée des niches. Enfin, les responsables politiques savent très bien quelles sont les cibles. Et c'est aussi, je pense, l'évolution de la politique vers le marketing politique. C'est-à-dire qu'on façonne un produit et puis on essaye de toucher des publics cibles sans avoir une idéologie structurante. Ah non, je ne fais pas la guerre, moi. Je n'ouvre pas de bataille. J'essaie de décrire une réalité. C'est-à-dire, le président Macron, il a des qualités, chacun les connaît. Il est rapide, il est vif, il est intelligent sur le plan tactique. Il a des compétences qu'il a montrées. Mais il n'a pas une doctrine. C'est-à-dire qu'il n'a pas une pensée qui lui sert de référence. Donc il fait des sinuosités, des zigzags. Il va là où il lui paraît que c'est l'air du temps. C'est pas le en même temps, c'est l'air du temps. Mais on peut prendre de multiples exemples. Et quand il était candidat, il n'avait pas de mots pour critiquer la position qui pouvait être la nôtre sur la sécurité ou l'immigration. Ensuite, il est allé jusqu'à prendre M. Darmanin comme ministre de l'Intérieur, ce que M. Sarkozy aurait fait s'il avait été réélu. Sur la dépense publique, il n'avait pas de mots pour critiquer le pognon de dingue qui était distribué aux plus pauvres. Puis ensuite, il est allé jusqu'au quoi qu'il en coûte. Et aujourd'hui, il ne se passe pas de jour sans qu'il distribue des largesses. Et il multiplie les états généraux, encore sur la justice, mais jamais une révolution n'apparaît. Donc voilà, je crois que c'est un homme qui a beaucoup de capacités de mouvement, qui saisit assez bien les opportunités, mais qui n'a pas une ligne directrice. Et c'est ce qui d'ailleurs crée dans le pays parfois des doutes, des frustrations. Et j'y ajoute que sa méthode a été une méthode, alors que l'homme est plutôt courtois et affable, a été une méthode plutôt brutale. Et il a manqué au dialogue, aussi bien avec les élus, le Parlement et même les partenaires sociaux. Or, je ne crois pas que la verticalité de la Ve République, j'ai exercé cette fonction, soit aujourd'hui la bonne réponse. Ce qui était attendu aussi, c'était un acte de décentralisation qui n'est jamais venu. Alors, je pense que la France insoumise a réussi parce qu'elle est revenue aux fondamentaux, la lutte des classes, sur voilà, le social. Mais après, il y a toujours ce principe de boutique où il faut aller chercher des poches d'électeurs en particulier. Et donc, on a un discours très flexible pour toucher ça. Et au final, comment ça fonctionne, c'est ce que tu dis, c'est que 22%, certes, mais très vite sur un sujet de société qui va tomber, tout ça se désagrège. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce qui tient le bloc bourgeois, le parti de l'ordre, on va dire. Ce qui est arrivé à la coalition de François Hollande de 2012, où tout le monde avec les frondeurs, s'est barré. Bien sûr. François Sarkozy n'a pas non plus tenu ses ouailles en 2017. Non. Les juppéistes se sont tirés et les gaullistes se sont tirés, donc il restait avec les sarkozystes. Mais pourtant, François Hollande, lui, n'avait pas tenu son PS de 2012 avec la laïcité. Il avait, on ne sait pas trop d'ailleurs, rassemblé sur quoi. C'est pour ça que les gens comprenaient pas ses lois. En fait, c'est pour faire plaisir à Valls. Lui a gagné parce que c'était un rejet de Sarkozy qui était plus évident et que lui était. On pouvait les lire, voilà. Il y avait pas Le Pen au deuxième tour, donc ça marchait. Mais sans ça, ça fonctionnait pas. Et ensuite, il y a eu ce discours mon ennemi c'est la finance, qui a été ensuite démenti par l'arrivée d'Emmanuel Macron au secrétariat général de l'Élysée et de je sais pas combien de banquiers financiers autour de Hollande pour faire une politique néolibérale comme les autres. Dans cette bataille qui s'engage, je vais vous dire qui est mon adversaire, mon véritable adversaire. Il n'a pas de nom, pas de visage, pas de parti. Il ne présentera jamais sa candidature. Il ne sera donc pas élu. Et pourtant, il gouverne. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. A few moments later. La poursuite de l'allègement du coût du travail. La fin des cotisations familiales. J'ai également indiqué aux Français ma volonté, qui est celle de réduire la dépense publique. Parce que c'est le passage obligé pour réduire les déficits publics. Parce que c'est la condition pour la réalisation du pacte de responsabilité. Je rappelle que la dépense publique a été maîtrisée en 2013, puisque l'État aura dépensé moins que ce qui avait été voté par le Parlement, et qu'il y a eu même sur les dépenses d'assurance maladie moins qu'il n'avait été programmé. Je rappelle qu'en 2014, cette année, nous allons réaliser 15 milliards d'économies. Que nous reste-t-il à faire?
Entre 2015 et 2017, nous devons dégager au moins 50 milliards de plus. Toutes les dépenses, toutes les politiques, toutes les structures seront concernées. Et quelques lois avant. Oui, quelques lois avant. Et la loi de travail avant Macron. Le pacte budgétaire dès 2014. Enfin, voilà. Donc il n'y a pas de... Il faut voir aussi, je pense que le jeu politique, une des limites, dans le cadre national actuellement, c'est de voir que le pouvoir politique, il est plus dans ce jeu-là, en fait. Le pouvoir politique, il est dans les marchés, il est dans BlackRock, il est dans les fonds de pension, les fonds souverains qui vont choisir. Prenez n'importe qui élu, si ce n'est pas Macron. Le Pen élu, Mélenchon élu. Qu'est-ce qui se passe dans les 3 semaines où il prend le pouvoir? Vous avez le mur des créanciers qui arrive et qui dit bon, maintenant, on dégrade la note de la France parce qu'on a un peu peur, on vous connaît pas trop, vous. Et c'est l'effet Syriza. Et vous avez un Tsipras qui est élu sur un programme de gauche et qui devient le meilleur ami de Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, parce qu'il n'a pas le choix. Et donc Macron, qu'est-ce qui se passe quand Macron est élu? Là, ça va. C'est open bar. Tu peux continuer de faire la chaîne de Ponzi. Vas-y, la chaîne de Ponzi, si vous ne connaissez pas, c'est l'escroquerie où vous prenez l'argent des premiers arrivés pour payer les autres jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'argent. Et c'est exactement ce qui se passe avec la création monétaire de la BCE et de la Banque centrale américaine. Il faudrait vraiment qu'on fasse, c'est que je ne sais pas qui d'entre nous a voté pour que justement les banques puissent créer de la monnaie à partir de rien, parce que je ne sais pas si je l'expliquais tout à l'heure ou pas, c'est que ce sont les banques centrales qui créent de l'argent, mais 90% de l'argent et de la monnaie est créée par les banques commerciales. Comment? Au moment de l'octroi d'un crédit. C'est à ce moment-là qu'elles créent cet argent à partir de rien, contre justement un achat immobilier ou une activité qui va se mettre en place. Donc la première chose, c'est de faire en sorte qu'on reprenne ce monopole de création monétaire qui est entre les mains des banques commerciales. Depuis quand, en fait Justement, ça s'est fait. C'est ça qui est drôle, c'est que ça s'est fait graduellement, et même les économistes, certains l'ont vu au milieu du. Même Keynes l'avait vu. C'est un des premiers quasiment à l'avoir vu. Au 19e siècle, il y a ce qu'on appelle 2 écoles d'économistes qui ont commencé justement à voir qu'on crée l'argent à partir du crédit. Mais ça fait à peine 30 ans que c'est devenu une évidence. Et il y a toujours des économistes qui le remettent en cause, qui l'ont toujours pas compris. Et donc, mais aujourd'hui, non. Oui. Alors, ce qu'il faudrait, c'est reprendre en main la création monétaire et faire en sorte que la monnaie arrête justement de reposer que sur le crédit, que sur la dette. Pourquoi? Parce que ce sont un peu ceux qui sont les plus foufous, en gros. Ceux qui s'endettent comme Drahi, qui va emprunter 50 milliards à lui tout seul, ou comme Bernard Arnault, qui va, grâce à l'action de la BCE, qui va emprunter 16 milliards à 0% quasiment pour acheter Tiffany et toucher des dividendes. Donc ce sont ces gens-là qui vont justement accumuler et amasser et avoir après le contrôle. Parce que à la rigueur, s'ils ont plein d'argent, c'est pas grave. Oui. Mais si après cet argent leur permet justement d'avoir un contrôle sur les médias et sur le politique, là ça pose une autre question. Donc justement, il faudrait qu'on comprenne que le pouvoir monétaire, le pouvoir de création monétaire est un pouvoir à part entière, et il faudrait que le peuple ait contrôle sur ce pouvoir-là comme il est censé l'avoir sur, alors là ça reste théorique, sur le judiciaire, le législatif et l'exécutif. On est là dans un moment de mensonge absolu. Ce qui se passe aux États-Unis, c'est une récession majeure qui arrive. C'est la Deutsche Bank qui vient de publier un rapport en disant une récession majeure arrive aux États-Unis. Il y a une contraction économique dès maintenant, mais parce que les taux vont augmenter, on sait que l'économie va prendre très cher. Que fait Biden en ce moment? Il déverse des milliards pour la guerre en Ukraine. Qu'ont fait l'aristocratie financière à chaque fois qu'il y avait la guerre, qu'il y avait une crise financière, c'est la guerre. Et on voit exactement les mêmes mécanismes se mettre en place. C'est les mêmes mécanismes que 14, c'est-à-dire une crise financière majeure. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait un reset, mais pas avec le pass vaccinal ou quoi que ce soit, non, avec une bonne guerre. Et c'est exactement les mêmes mécanismes qui sont à l'œuvre aujourd'hui, et on est totalement impuissant. Et je trouve que dans ce débat, j'ai gueulé non-stop. Est-ce qu'on pourrait parler de la politique austéritaire que va mettre en place Emmanuel Macron une fois qu'il sera réélu? Même dans le débat de l'entre-deux tours, Marine Le Pen n'est même pas foutue de parler. Mais Monsieur Macron, comment vous allez faire pour honorer votre promesse faite à la Commission européenne de revenir à l'équilibre budgétaire en 2027? Mais ça veut dire que c'est une politique austéritaire, mais encore plus trash que ce que la Troïka a imposé à la Grèce. Sauf que la Troïka, c'est lui, c'est Macron. Et c'est pour ça que la France sera pas embêtée. Mais nous, les Français, on va être sérieusement emmerdés pendant 5 ans. Et du coup, Alors, c'est très juste. Alors, il y a un document qui a été envoyé à la Commission européenne, c'est le pré-budget, le budget prévisionnel, budget prévisionnel de la France pour
2022-2023. Qui pique. Hein, beaucoup. Ça pique. Je l'ai lu. Oh, oui. C'est un... Alors, j'ai pas réussi à le faire Je voulais le sortir cette semaine, mais je n'ai pas pu pour des raisons familiales. C'est un niveau de politique d'austérité qui est sidérant. Oui. Compte tenu qu'on est dans une crise inflationniste, une crise de l'énergie avant la guerre en Ukraine, on en a déjà parlé, la guerre en Ukraine va ajouter à la crise. Et puis comme on a des fous furieux qui veulent arrêter tout approvisionnement de gaz et de pétrole russe, bon, je ne sais pas comment ils vont faire, mais visiblement, ils se dirigent vers ça, donc ça va encore plus être délirant. Et disons-le, ce ne sera pas simple. Disons-le de suite. Certains États membres dépendent fortement du pétrole russe. Mais nous devons le faire. Nous devons le faire. C'est pourquoi nous proposons aujourd'hui d'interdire, de bannir tout pétrole russe de l'Europe. Il y aura une interdiction complète d'importation de pétrole russe, que ce soit qu'il soit brut ou raffiné, par les ports maritimes ou par oléoduc. Il faut le faire de façon ordonnée, de façon à nous permettre, nous et nos partenaires, de créer des routes d'approvisionnement alternatives et être très prudents pour minimaliser l'impact sur les marchés mondiaux. Mais quand malgré tout, une politique d'austérité jamais vue. Alors, ce n'est qu'un... Jamais vu, l'histoire est longue. Oui, mais jusqu'à maintenant. C'est un texte qui n'engage à rien. Mais bon, en général, ce genre de petits documents envoyés à Bruxelles quelques mois avant la proposition du budget à l'Assemblée nationale est généralement suivi par le gouvernement qui va venir, et ça va piquer très fort. Mais ça n'a jamais été évoqué dans la campagne. C'est ça qui est terrible. C'est-à-dire que le projet d'Emmanuel Macron, au-delà de la censure et de la propagande qu'il nous propose, c'est une austérité qui atteint des sommets. Ça veut dire contraction de la dépense publique, ça veut dire moins de services publics. On voit déjà l'état de l'hôpital. On sait qu'il va privatiser la Sécu, l'hôpital, les retraites. Mais le pire, c'est qu'on le pendant sait. ce quinquennat. On le sait, c'est écrit, tout est public. Et jamais il n'a été questionné, attaqué là-dessus. Et qu'est-ce qu'il dit quand il fait 600 milliards de dettes ? J'assume. Oui. Alexis a raison. C'est von der Leyen qui a dit que la très très faible relance européenne de 750 milliards d'euros après la crise de la Covid, elle a dit que ça devrait conduire à des restructurations, en particulier sur la retraite, en particulier en France. Dès que les États membres auront donné leur accord, nous allons débourser 7,4 milliards d'euros. La France est en effet engagée dans des réformes majeures, notamment pour assainir les finances publiques, rendre le système d'assurance chômage plus robuste. Ouais. Bon, c'est ce qu'on a fait aux pays africains dans les années 80-90. La Grèce, pareillement. Et Macron lui a assuré pendant les deux tours, entre les deux tours, que ce serait respecté. Bruno Le Maire, avant le conflit, disait que bon, il y a une dette considérable, on a aidé les Français, ce qui n'est pas faux. Mais, pour certains en tout cas, mais il faudra rembourser. Bon, on a aidé les Français jusqu'à un point. Le quoi qu'il en coûte s'arrête. Et cette année, vous allez avoir les faillites qui vont arriver à l'automne, qui seront massives, et il n'y aura pas d'aide. C'est fini. Oui, bien sûr. Et on maquillera ça sous oui, c'est la guerre, vous comprenez. Et en plus, les factures vont doubler d'énergie pour les particuliers comme pour les entreprises. Et Shanghai, le port de Shanghai est fermé grâce au Covid. Non, mais tout va bien. Mais quand Alexis, tout va bien. Quand Alexis, tu disais les électeurs ne savent pas où aller. Encore une fois, sauf le bloc bourgeois. J'ai déjà dit ici, je le répéterai à chaque fois, je pense, puisque c'est important. C'est la pédagogie. C'est la base de la pédagogie. Non, mais Emmanuel Macron est le parangon et la quintessence de tout ce qui s'est passé depuis 40 ans. C'est pour ça que se sont retrouvés chez lui des gens dits de gauche et des gens dits de droite. Des Darmanin, des Ferrand et tous les autres. Hollande et Sarkozy. Hollande et Sarkozy, Valls, bon. Et maintenant, on a quoi ? On a qui ? Manuel Valls. Le mec qui vend du carrelage. Manuel Valls. Voilà. Manuel Valls. Manuel. Ouais, Manuel. Le chanteur. Voilà, le chanteur catalan. Je sais plus, je l'ai vu. Et donc, c'est Raffarin, Chevènement, Éric Woerth et Barthelone. Des réunions lunaires entre nous. Les gens qui sont censés s'affronter. Et Solaire. Qui était là pour dézinguer la droite. Mais c'est génial. Donc, Emmanuel Macron, c'est la fin de ce système-là. C'est-à-dire, c'est l'apogée et la fin. Non, mais c'est l'apogée. De la fin, je sais pas. Mais l'apogée, tu connais, c'est comme les films de Scorsese. Le personnage fait ça, puis après, c'est la chute. On verra.
C'est un film de En tout Scorsese. cas, qu'est-ce qu'il représente? Là, en ce moment, au niveau de la narine, c'est très Scorsese. Hein, mais... pourquoi ils se mettent tous autour de lui? Parce qu'il incarne parfaitement quelques principes auxquels tous adhèrent. Un, ils sont atlantistes. Ouais. Donc ils ne sont pas pour l'indépendance de la France. Deux, ils sont européistes et mondialistes. Ils ne sont pas pour la souveraineté de la France. Trois, ils privilégient l'oligarchie sur le peuple. Ils sont contre la démocratie. Et dès qu'ils peuvent le prouver, dès qu'ils peuvent le faire, ils le prouvent. Et il l'a fait mieux que les autres. Oui, ce qu'ils appellent politique courageuse, c'est taper sur le plus de Français possible. Voilà. 4. Et ils s'en vantent. Hein. D'ailleurs, Fillon s'était vanté d'avoir mis, je sais pas combien de Français à la rue lors d'une conférence. Oui, la fameuse, j'ai mis 1 million de Français dans la rue, je sais pas ça. Ah bon? Et genre, c'est une fierté. À Davos, on peut faire mieux. Hein. Super, ouais, bien sûr. Mais bien sûr, bien sûr. Attends qu'ils viennent, les Français, avec des fourches. Il y a dans notre pays un blocage psychologique dans la tête des élites, dans la tête des responsables politiques. On considère que le pays est difficile à réformer, donc du coup, on s'abstient de le faire. Je vais prendre un exemple pour être plus clair et illustrer les choses. Tout le monde dit que Mme El Khomri a bloqué le pays avec sa loi. Elle n'a rien bloqué du tout. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des Français qui ont été gênés par des grèves de transport, sûrement. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des tentatives pour prendre en otage les dépôts de carburant de façon absolument scandaleuse. Mais enfin, quand le gouvernement, au bout de quelques jours, s'est réveillé, il a fait dégager ces dépôts de carburant. Le pays n'a pas été bloqué, il a continué à fonctionner. D'ailleurs, cette loi El Khomri a mis 150 000 personnes dans la rue. Moi, pour la réforme des retraites, j'en avais mis 2,5 millions en 2003. Et la réforme, elle a quand même été faite. 4. Il privilégie le capital sur le travail. Oui. On doit être mieux rémunéré pour ceux qui ont des actions que ceux qui travaillent. Je rappelle que le chiffre que j'avais donné ici, en 1996, les 500 premières fortunes de France détenaient 7% du PIB. Ce PIB s'est accru, mais maintenant ils en contrôlent 43%. C'est une concentration ahurissante de fortune qu'a aggravé le plus Emmanuel Macron. Et enfin, ce sont des gens qui sont pour la destruction de la République sociale. Donc de tout l'héritage du Conseil national de résistance et du programme des Jours heureux. C'est-à-dire qu'ils sont pour la privatisation absolue de tout. Donc, mais c'est très cohérent en fait. Et il y a des gens qui comprennent ça, soit ils le comprennent très rationnellement et disent « Ah ouais, 1, 2, 3, 4, 5, je suis pour », parce que moi je suis le bénéficiaire de ce monde-là, soit ils le comprennent juste intuitivement et ils disent « Bon, c'est là qu'il faut que j'aille ». Ben, ce bloc-là, il est indestructible. En face, il faudrait réussir à faire une formation politique qui réunisse l'antithèse. Je ne sais pas s'il est indestructible. Je pense non, mais en tout cas, il est des reins pour le moment. Il peut y avoir des guerres oligarchiques. C'est ce qu'on voit déjà aujourd'hui en Ukraine, en Russie. Donc je pense que... Oui, mais dans le cadre On est une plutocratie. Hein. La France, moi, j'appelle plus ça une démocratie. C'est l'argent qui fait le candidat, c'est les oligarques qui font le candidat. Bernard Arnault, c'est le sponsor officiel du couple Macron depuis toujours. Voilà. Et aujourd'hui, les oligarques ont trouvé leur intérêt dans Macron. Demain, on a vu Bolloré qui a essayé de faire un peu... balance en poussant Zemmour, en achetant CNews, etc. Mais très vite, il s'est rangé aussi parce qu'il y a eu la vente des ports africains à MSC. Donc à partir de ce moment-là, ça s'est beaucoup calmé. Mais je pense qu'il peut y avoir une guerre oligarchique qui fait que le bloc, de toute façon, mais défendra toujours ses intérêts à la fin. Oui, mais c'est une guerre dans le cadre d'un ring sur lequel ils sont d'accord de respecter des règles. Oui, ils ne vont pas sortir du ring oui, le capitalisme reste la base. Oui. Donc le sujet politique n'est pas à l'intérieur de Canal un sujet essentiel. Ce sujet est assez marginal, je veux dire pour commencer, pour le groupe que je dirige. Croyez-moi, acheter des médias, ça n'a rien à voir avec une demande d'influence. C'est infinitésimal. Il ne faut pas exagérer l'impact que pourraient avoir certaines opérations de rapprochement. Le prix de cession n'est pas communiqué, mais c'est des cacahuètes. Cette activité n'est pas ma spécialité et je n'y consacre qu'assez peu de temps. J'ai pas fait de bonnes opérations financières dans la presse. J'ai perdu plus d'argent que de fait de profit. Nous sommes encore tout petits. Nous progressons, c'est vrai, mais nous sommes encore tout petits. Vous savez, d'ailleurs, c'était dans la revue de presse de ce matin, Arnaud et Pinault ont acheté le même jet, un bombardier qui s'appelle, je sais plus, 7500, 73 millions le jet. Ils l'ont acheté en même temps, c'était en 2020, quand on était tous enfermés. Ah ouais? Ouais.
Ils sont croisés quand ils font des courses. Ah, Ouais, toi aussi, ils se sont dit, on est frères de jet. C'est marrant, on a le même. Ouais. Salut. Ah, d'accord. Ah, ils n'ont pas la même vie que nous, ces gens. Ouais, et après, ils t'expliquent qu'il faut faire attention au bilan carbone, etc. Tu vois. Oui, mais le truc, c'est que Emmanuel Macron, à ce bloc, est extrêmement fort. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'il a une capacité à être fort. Pourquoi une capacité à être fort ? Parce qu'il peut accélérer la seule politique possible actuellement dans le cadre des traités européens et des traités de libre-échange. C'est-à-dire la destruction de tout ce qui est la régulation dans l'État, la destruction de l'État-nation, pour maximiser les profits de quelques-uns qui deviennent mammouthesques, mastodontes. Plus l'armée de réserve de chômeurs de masse. Et cela, c'est ce que tu disais, c'est BlackRock, c'est les énormes institutions financières diverses et variées, c'est les multinationales qui, d'année en année, ont de plus en plus de pouvoir. Et en fait, non seulement il y a un transfert de souveraineté de la France vers l'Union européenne, mais surtout il y a un transfert de souveraineté et de richesse des peuples vers ces méga-oligarques, pour qui, justement, il y en a un qui finance Zemmour, l'autre il finance Macron, et puis à la fin, de toute façon, il y en a un qui va gagner, on s'en fout. De toute façon, nous, multimilliardaires, on est là pour 30 ans, 20 ans, c'est les multinationales, les institutions financières, ce sont des dictatures, et les pouvoirs politiques qui devraient, en tout cas ils ont fait ça pendant 2 siècles, avec, depuis la Révolution française, réguler ce bordel, ne peuvent pas. Même un pays comme les États-Unis, qui n'ont pas qu'à accuser de bolchevisme, mais à la fin du 19e siècle, les États-Unis font la loi antitrust. Parce qu'ils disent, bon, Rockefeller est sympa là, mais il est plus riche que le pays. Donc, non. Et ils ont cassé le truc en de multiples compagnies qui existent toujours aujourd'hui. Bah là, ils ne peuvent, les États-Unis, qui ont 40 flottes à travers le monde, qui font des guerres tous les 2 ans, qui ont la moitié du budget militaire de la planète, n'arrivent pas à appliquer de loi antitrust. Non, mais ils ne veulent pas. Non, ils ne veulent pas parce qu'aujourd'hui. Et pourquoi ? Mais c'est une conséquence de la mondialisation et du fait que les trusts actuels sont des armes économiques des États-Unis. S'ils se tirent une balle dans le pied, s'ils explosent Google, ils sont plus hégémoniques. Donc là où ils pouvaient le faire, où les États-Unis étaient un marché, il n'y avait pas encore cette taille d'échange, et où l'Europe était une Europe de pays d'empire coloniaux, c'était très différent. Là, les États-Unis, la magie, c'est qu'ils ont une politique coloniale sans faire de colonie. C'est de la colonie économique. Donc, vous avez les global leaders qui sont là pour répondre aux demandes de l'Atlantic Council et de Washington. Ce qui se passe aujourd'hui, enfin, quand Macron parle de l'Europe de la défense, c'est une blague. Les Allemands viennent d'acheter des hélicoptères, c'est pas Airbus, c'est des hélicoptères américains. Les Belges achètent des jets, c'est des jets américains. Toutes les armes qui sont déversées là sur le marché ukrainien sont des armes américaines en majorité, et ils ont effectivement, Georges vient de le dire, la moitié du budget de la planète en dépenses militaires. Tout ça pour défendre la démocratie, bien sûr. Alors, Madame Irma, attention, cette fois-ci, il ne faut pas te manquer. Pour vous, bien sûr, j'en sais rien, vous en savez rien, mais la question est posée. Qui sera notre futur Premier ministre ? Montebourg, NKM, Elisabeth Borne, Richard Ferrand, Gérald Darmanin, Rebsamen, Kuzmanovic ? Édouard Philippe, il y a des chances quand même. Tu crois ça ? S'il arrive son opération de contrôle de la majorité LREM-LR qui va sortir des urnes, parce que le système est fait de cette manière, le système électoral, ou un de ce genre-là. Jean-Marc Ayrault. Marc Ayrault. Qu'est-ce que tu racontes ? Chevènement, ouais, t'as raison. Non, il est trop vieux. Non, il va nous sortir un truc. Dominique Strauss-Kahn. Il va nous sortir un truc. Non, je bien malin celui qui va lire. En tout cas, il fera pas le coup de la nana. Mélenchon. Si, forcément. Mais et puis il va faire un coup à gauche forcément pour le dire j'ai changé avec l'écologie bien sûr enrobé tout ça. Moi j'avais dit pour rigoler Sandrine Rousseau, mais voilà. Non. Ça va se voir là quand même qu'il y a un projet. Il fâcherait quand même. Et on demande aussi votre avis sur Jean Lassalle qui se fait annuler son vote de sa commune parce qu'il s'est filmé le jour des élections en train de dire qu'il était abstentionniste et qu'il n'allait pas voter. Et que donc ils ont estimé que sa commune sautait. C'est dans le cadre de la loi. Hein. J'ai vu le jugement, oui, il n'avait pas le droit. Voilà. Formellement, c'est normal. Oui. Il a été sanctionné. Par contre, on pourrait réfléchir à sanctionner quelqu'un qui vend l'entreprise stratégique qu'est Alstom, qui assure la sécurité géostratégique de notre pays et donc la dissuasion nucléaire et nos centrales nucléaires, c'est-à-dire qui vend ça et arrose toute la place de Paris pour des gens qui lui redonnent de l'argent pour se faire élire en 2017.
Ils font les dossiers les uns après je pense les que c'est autres. plus grave que la salle. Ouais, ils font les dossiers quand ils arrivent. Ils n'ont pas le temps. Ils n'ont qu'une secrétaire. Et le dossier numéro 1, on fait Monsieur bien. Lassalle. Exactement. On appelle les gens. Mais la salle avait tort. Mais la salle avait tort. Il est fort sympathique, mais il avait tort. Et d'ailleurs, son excusé, hein, il a reconnu. Il y a pas de... Une question de Breisatou, vous ne serez pas d'accord, et moi non plus, qui dit « Et si on en finissait avec la démocratie ?» Mais peut-être qu'elle est terminée, la démocratie, en fait. Non, mais peut-être qu'elle n'existe plus, oui. C'est comme quand je vois les influenceurs qui disent « Je vote Marine Le Pen pour sauver la République ». Mais en fait, elle est morte en 2017, la République, puisqu'ils ont fait rentrer l'état d'urgence dans le droit commun. Et Carl Schmitt, il dit, le tyran, c'est celui qui fait de l'exception la règle. C'est ce qu'on a fait ce jour-là. C'est fini depuis début 2017. Oui, mais ça choque personne qu'on vote sous état d'urgence. Et qu'on va voter aux législatives encore sous état d'urgence, qui est prolongé jusqu'au... Il n'a pas le choix. Macron, il nous protège. Il est sur tous les... Ouais, c'est vrai, il nous protège. Mais c'est génial, c'est incroyable qu'il nous protège. Mais l'effondrement... Il vient de là aussi, c'est-à-dire que la démocratie, si elle est organisée de cette façon-là, c'est pas une démocratie, c'est un simulacre. On est dans un simulacre. Alors, on a l'impression de voter, on se dit voilà, mais on voit bien qu'il n'y a pas le choix. Le coup des castors, c'est pourquoi on est un pays de castors dépressifs? Parce qu'on n'a pas le choix. Parce que tu dis bah oui, Macron, on est sûr qu'on aura encore le triple A, le droit de s'endetter, et puis de faire une politique austéritaire. Et puis c'est bien enrobé, ça passe mieux à la télé, tu vois. Mais c'est pas ça la démocratie. C'est des initiatives locales. Il y avait la question du RIC, bien sûr. C'est le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. C'est pas le peuple qui gouverne. Pas pour le peuple, et on voit bien que c'est le bloc élitaire qui s'arroge tous les pouvoirs et qui a privatisé justement l'outil étatique au point de vouloir le détruire. Enfin, les cabinets de conseil, c'est symptomatique. Pourquoi on fait appel aux cabinets de conseil? Parce qu'ils vont détruire l'État, encore plus rapidement qu'avec des lois qui vont supprimer le corps des diplomates, par exemple, qui vont supprimer tous les grands corps d'État. Ça, c'est Macron. Et après, il fait semblant d'être étonné en disant mais c'est marrant, pourquoi ça tombe juste avant l'élection que le corps diplomatique est supprimé. Ces gens-là ne sont pas des hommes d'État, sont des liquidateurs. C'est ça. La politique, ça a toujours été, quels que soient les régimes, principalement l'organisation de la production et de la répartition de la richesse, en fonction des possibilités du temps. Et tendanciellement, les régimes tendent vers une concentration du pouvoir, c'est une concentration des moyens. Et dans quelque chose qui était encore relativement, on peut considérer égalitaire, il faut faire sens. Prenons le féodalisme. On avait des chevaliers et des petits nobles qui vivaient pas très très loin du niveau de leurs paysans. Et petit à petit, ça finit à Versailles, avec des gens qui ne servent à rien, ils ne défendent même plus leur fief. Et juste, ce sont des parasites absolus. Là, après, on a eu la Révolution française, qui a été l'arrivée du peuple, de la souveraineté populaire, du peuple en politique, qui dit, on fait un système nouveau de réflexion sur l'organisation de la répartition de la richesse et la démocratie. Ce truc est en train de mourir, parce qu'il y a une concentration, ce qu'avait dit le barbu Karl Marx, qui a un peu plus de barbe que toi, il y a très longtemps, on va avoir une concentration du capital qui va faire qu'on va créer une nouvelle forme de féodalité. On en est là. Ouais. C'est ce que je dis, alors on a 500 fortunes qui contrôlent la moitié de la richesse du pays, en plus de tout le reste. C'est pas la démocratie. Et en plus, au quotidien, la plupart des gens ne vivent pas en démocratie. Pourquoi il n'y aura pas de démocratie en entreprise? Et tous les éléments de démocratie, c'est-à-dire de défense des droits des travailleurs, des salariés, du syndicalisme, tout ça est saucissonné en salami là, par petits bouts depuis des années. On avait parlé la dernière fois de la technique du salami, là, en Hongrie, enfin peu importe, mais de manière efficace, ce qui fait qu'il y a de moins en moins de droits, donc moins en moins de démocratie concrète et réelle. Bon, on est en train de voir mourir doucement Marianne qui manque d'oxygène sous son respirateur. Ouais, non, mais c'est un projet, c'est un projet qui est assumé, encore une fois. Donc derrière, que ce soit vendu avec des arguments de vendeurs de bagnoles, voilà, c'est ça, et ça marche. Mais moi, ce qui me rend dingue, c'est que ça marche. C'est-à-dire que quand tu essayes de dire aux gens, n'ayez pas peur, allez voter, Macron ne peut pas être au second tour, pousser à une sorte de réflexe, là, même le réflexe n'est pas là. C'est-à-dire on a des partis zombies qui n'existent plus, PS et LR, c'est des partis zombies, et on a ces castors zombies aussi qui reviennent tous les 5 ans et qui disent pas le choix, faut sauver ce truc-là, qui va en plus nous en foutre plein la gueule pendant 5 ans. Mais à quel moment vous vous réveillez? Qu'est-ce qu'il vous faut?
Il faut qu'on vous prenne votre maison. Là, c'était génial. Dans le Parisien, hier, il y avait... et pourquoi vous ne seriez pas tenté par une maison en carton ? Ouais, pourquoi pas. Ouais, bah c'est vrai que c'est vrai. Avec mes tickets de rationnement Macron qui arrivent, là, je vais être bien. Bernard Arnault, il a une belle maison en carton, j'aimerais la même, s'il vous plaît, monsieur. Non, mais c'est du foutage de gueule. Et, parce que c'est écolo, la maison en carton. Et puis vous n'aurez plus rien et vous serez heureux, Klaus Schwab. Ce programme, en fait, de déglinguer la classe moyenne, parce que c'est ça, hein, c'est revenir avec des extra riches, comme tu disais, qui parasitent, et puis une classe de serfs hein, qui va obéir, et sinon qui va se faire taper la gueule. La classe moyenne, c'était l'idée de dire on va temporiser, et puis il faut une société de consommation. Donc les années 70, c'est t'as une bagnole, bah t'en as deux, t'as une télé, t'en as deux. Tu vois, il fallait toujours rajouter un truc, et tu pouvais les acheter. Hein. T'as une résidence, bah t'as une résidence secondaire. Bon là, le projet aujourd'hui, c'est vous n'aurez plus rien et vous serez heureux. On n'entend que ça, le pouvoir d'achat. Comme si la vie se résumait au pouvoir d'acheter. Il faut nuancer nos propos, ne pas être donneur de leçons. Faisons un pari. Parlons plutôt de qualité de vie que de pouvoir d'achat, et vous verrez que le moral d'un certain nombre de personnes sera intéressant. Parlons plutôt de qualité de vie que de pouvoir d'achat. Et si on en revient aux élections françaises, est-ce que justement, en tout cas à titre personnel, vous remettez en question la légitimité de ce vote Macron, la légitimité de son élection, indépendamment même des chiffres, président le plus mal élu depuis Pompidou en 69. Enfin, est-ce qu'on peut se poser cette question de la légitimité ? Est-ce que pour vous ce vote est légitime, ou est-ce qu'on n'est pas justement allé trop dans cette plutocratie pour qu'on puisse dire oui c'est le président, mais non en fait. Et Emmanuel Macron peut plus foutre un pied sur les marchés sans que quelqu'un lui dise c'était pas mon président. En fait. Oui, en balançant des tomates. Et voilà des tomates. Mais là c'est les tomates. Mais dans 6 mois c'est le melon. Donc ça va tu vois, il n'y a pas d'état de grâce. Non mais bien sûr qu'il n'y a pas d'état de grâce. Mais pour vous est-ce qu'il est légitimement élu ? Mais, mal élu certes, mais... Non mais il y a deux choses. Il y a le jeu oligarchique effectivement avec les médias qu'on fait campagne pour Macron, hein, ouvertement. Les instituts de sondage aussi, qui ont pris une place incroyable dans le jeu démocratique. Oui. Et puis deux, il y a les institutions. La 5e République telle qu'elle est, c'est une blague. C'est pas parce qu'on va voter tous les 5 ans pour une mise en scène et une marque de lessive que celui-là va avoir... Et le président français, il faut rappeler, c'est un des présidents qui a le plus de pouvoir au monde, même plus que le président américain. Parce que c'est fait comme ça. Et à l'époque, oui, parce que c'est un roi, parce que dans l'esprit de la Constitution de 58, c'est l'idée. Mais De Gaulle joue le jeu. Quand il n'a plus la majorité, quand le référendum c'est un non, il se barre. Là, vous avez un Macron qui se prend des gilets jaunes, qui se prend une critique fondamentale de la part du peuple, mais qui s'en fout, qui fait comme si de toute façon, vous m'avez élu, vous avez choisi mon programme, donc je vais vous maltraiter. Donc ça ne peut pas marcher avec des personnages comme ça. C'est pas fait pour ça. Et c'est Chapoutot Johan Chapoutot qui écrit dans Libé aujourd'hui une très bonne tribune sur le fait que, en plus, ce système attire des individus qui sont malades de pouvoir, avec l'ego surdimensionné, le fait que le roitelet, enfin, regardez l'attitude de Brigitte Macron le soir de l'élection. Elle est élue dans sa tête. Pour moi, c'est un honneur, 50 plus, quelle confiance, les Français, c'est génial. Va changer la boquette, qu'est-ce qu'il fait ? Demain, tu travailles, tu fais pareil que d'habitude, et il faut rappeler qu'il n'y a pas de première dame en France, ça n'existe pas. Or, elle a déjà un cabinet, un budget. Gala et VSD, on dit que non. Non mais c'est délirant. Et donc, ce système monarchique, inventé en 58, n'est plus fait aujourd'hui pour le jeu politique. Ou est dangereux pour nous, Parce que pour toi, on peut remettre en cause la légitimité de Macron, quoi. Parce que tu nous dis, on est en 1788, donc... il faut faire une différence entre, que ce soit bien clair, entre la légalité et la légitimité. Je parle bien de légitimité, je remets pas en cause la légalité. Oui, mais certains font la confusion. Donc la légalité est très faiblement remise en cause. La légalité, c'est je pique des voix, je trafique un truc. C'est assez faible. En tout cas, par exemple, j'étais observateur des élections 2 fois en Turquie. Là-bas, il y a des bureaux de vote où c'est la police militaire qui vient chercher les sacs de bulletins et les emmène en voiture au ministère de l'Intérieur où ils sont comptés. C'est vrai que là, ça impose un degré de confiance qui est exotique. Que la légalité est peut-être pas assurée. On voyage, c'est pas les mêmes... C'est une question de confiance, c'est le contrat de confiance. La légitimité, c'est autre chose. C'est en dehors de la légalité, c'est le consentement à être gouverné dans l'application d'un programme particulier. Et on l'a très peu. Et tout a été fait, je ne vais pas répéter ce qu'a dit Alexis, mais tout a été fait pour se mettre dans une situation où quelqu'un qui aurait, s'il avait dû débattre, par exemple face à Mélenchon, sur des questions sociales, où il aurait été un peu plus déstabilisé, même beaucoup plus, a dû organiser, le système organise une élection face à une Marine Le Pen qui a très, très peu de chances de gagner, en fait. Et donc, on a quelqu'un qui peut dire, en 2017, quand il y a eu 63% des Français qui, la plupart faisaient barrage à l'extrême droite.
même si ça n'a aucun sens. Enfin bon. Mais il faisait barrage à l'extrême droite. Bon, avec de bons sentiments, très bien. Ben, lui, il dit, non, les gens, ils n'ont pas voté pour faire barrage à l'extrême droite, ils ont voté à 63% pour mon programme. Mais je pense qu'en 2017, soyons clairs, il n'y a pas eu de Front républicain. Le Front républicain, c'est 2002. C'est 2002, un soir d'avril, toute la presse dit c'est affreux, jamais ça. Tous les partis politiques du champ républicain, c'est affreux, plus jamais ça. 2017 et aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. Je suis lucide. Bien sûr. Alors que lui-même, dans son discours de remerciement de 2017, remercie les gens qui ont sauvé la République. Oui, mais c'est une incompréhension totale à légitime. Et là, qu'est-ce qu'il vient de faire à nouveau là? Le même Il vient discours. de dire, ah bah vous savez quoi, c'était un référendum sur l'Union européenne. Le 24 avril, c'est un référendum pour ou contre l'Union européenne. Hein? Ah bon? Mais il a des modèles, ce monsieur. Le modèle, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu un référendum dans l'Union européenne, par exemple, à chaque fois, les peuples ont voté non. Et à chaque fois, ce système maastrichtien qu'il représente en France s'est assis systématiquement sous toutes les élections. Les Grecs votent aux 2 tiers, alors que ça fait 6 mois que les mecs leur disent on va vraiment vous mettre une balle dans la tête si vous acceptez pas. Ils votent à 2 tiers. Non, on veut pas votre truc. Ouais, c'est vrai. Les Irlandais, ils votent non. Les mecs, ah ouais, non, il faut revoter parce qu'il faut voter bien. Ah, bon, cette fois-ci, ils ont voté oui parce qu'il y a de justesse. Et le traité constitutionnel européen, non. Ah bah, c'est pas grave. En 2008, on va le faire valider. On va ratifier en conclave à Versailles avec la droite et la gauche de gouvernement le traité de Lisbonne. Puis pareil chez les Hollandais, qui n'ont rien à voir du tout avec les Grecs. Non. Né, ou je sais pas comment on dit, mais bref. Visiblement, ces gens-là en ont rien à foutre. Et j'utilise ce terme un peu grossier, mais c'est ce qu'avait dit Jean-Claude Juncker. Il ne peut pas y avoir de démocratie contre les traités européens. Bon, eh ben, ce sont des gens qui fonctionnent de cette manière. Non, mais il faut traduire ce que ça veut dire. Il ne peut pas y avoir de démocratie contre There is no alternative. Tina de Margaret Thatcher. Il n'y a pas de possibilité démocratique hors du néolibéralisme. Fermez les bancs. C'est ce que font ces gens. Voilà. Et donc, oui, on va, malgré la crise, on va avoir une folie d'austérité là, qui va s'enclencher dès septembre. Et c'est comme ça. En 2 minutes, il y a une question qui vient d'être posée par Kalou Matano qui nous remercie pour cette émission, qui est une bouffée d'air frais et qui dit très rapidement quel changement institutionnel doit-on mettre en place pour permettre à la France de ne plus être une plutocratie? 2 minutes. 3 idées. Tac, président de la République, Kosmaloïc, qu'est-ce que je fais? Il faut... le RIC, c'est une très bonne idée. Mais il faut mettre la démocratie là où il n'y en a pas, c'est-à-dire dans les entreprises. Donc ça peut être la participation de Gaulle, ça peut être mixé avec les trucs allemands, avec les expériences qui ont eu lieu en Argentine ou en Yougoslavie. Enfin bon, voilà, il faut faire vivre... il faut faire vivre ça, mais il faut une limitation. La démocratie, enfin, il faut qu'il y ait la régulation. Il faut un retour à la régulation, donc du protectionnisme, mais une limitation des méga-fortunes et de leur pouvoir. Il faut être capable de faire des lois antitrust. Ben, il faut l'équilibre des pouvoirs, il faut aussi une assemblée qui est représentative. Il faut de la proportionnelle. Il faut que les gens qui sont à l'Assemblée représentent la population française. Il faut aussi permettre à des employés, des ouvriers de pouvoir se présenter en politique. Aujourd'hui, vous faites de la politique parce que vous pouvez. Hein, c'est pas facile. La plupart, si vous êtes dans une boîte, vous pouvez pas. Bah, tu l'as vécu et en pleine face. Mais voilà, donc il faut des lois pour permettre à n'importe quel citoyen d'être candidat et à n'importe quel mandat électif. Donc ça, c'est important. Et puis la proportionnelle, c'est ultra important. Enfin, c'est n'importe quoi de voir des gens qui ne représentent qu'eux-mêmes discuter et faire des lois pour maltraiter des Français qui n'en ont rien à foutre et qui veulent surtout pas ces lois-là. Et là, quand je vois Macron qui... C'est magnifiquement résumé. Oui, non, mais c'est un entre-soi, mais c'est un entre-soi organisé. Là, au lieu de dire on va faire une constituante qui est élue avec des gens qui vont faire une assemblée constituante, Macron veut faire une réforme des institutions en faisant une commission paritaire avec tous les partis. Quand vous prenez les mêmes pour trouver les solutions aux problèmes qu'ils ont créés, vous n'avez pas les solutions. Belle façon de conclure. Merci à tous les deux d'avoir été là pour cette émission plus courte que d'habitude parce que tu as attendu, Alexis. Et elle sera en 2 parties. Merci à tous d'avoir été là. Merci Cognac Jet. À vous les studios.